Hey! C'est à la demande d'interview de Thierry de Prinal, fondateur et maître enseignant de l'école de Langue du Dragon, avec lequel vous suivez un enseignement, que vous avez très aimablement accepté cette rencontre. Je me réjouis pour ma part d'être la dépositaire de votre témoignage. Merci beaucoup. Avant que nous échangions sur l'interaction de Langue du Dragon dans votre art, permettez que je vous présente et que nous nous entretenions sur l'aïkido. Gérard Blaise, vous êtes 7e dan d'Aikikai de Tokyo, premier pratiquant non japonais à obtenir ce grade en 1995, décerné par votre maître Michio Ikitsuchi Sensei, élève du fondateur de l'aïkido Morihei Yoshiba. Vous êtes 5e dan Masakatsu Bojutsu et 7e dan Jodo de l'école Shindo Muso. C'est exact. Vous êtes l'auteur de 2 livres, Aïkido, recherche du geste vrai, et Aïkido, des paroles et des écrits du fondateur à la pratique. Vous animez très régulièrement des stages internationaux en France, en Europe, en Russie et en Amérique latine, plus particulièrement au Chili, je crois. Essentiellement au Chili. Vous êtes à l'origine de l'Association internationale d'Aïkido traditionnel du Japon. Et vous êtes professeur d'aïkido tous les jours de la semaine à Paris, au Club Lafayette, mais aussi à l'Aïkido Club à Paris 11e. Oui, c'est exact. On n'arrive pas à un tel parcours et telle distinction sans avoir, je suppose, beaucoup d'entraînement et de pratique. Beaucoup d'entraînement et avoir eu la chance aussi de rencontrer des gens qui étaient capables de me former et de me faire progresser. Vous soulignez l'importance de ces rencontres avec un maître. Oui, parce qu'en fait, on a besoin d'un maître pour apprendre et surtout après pour progresser. L'apprentissage, à la limite, c'est presque le plus facile, la progression, c'est la plus difficile. Et il faut avoir quelqu'un au-dessus de soi qui soit capable de voir vos capacités, de savoir ce qu'il faut vous dire pour progresser, de savoir aussi ce qu'il faut vous faire faire pour progresser et de notre côté, accepter les contraintes de la discipline pour pouvoir progresser. Et quand on a un maître et qu'on est en relation maître-élève, ils ont l'acceptation de toutes ces contraintes, elle est plus facile. Vous soulignez aussi l'importance d'expérimenter dans le corps un enseignement. Vous donnez l'importance à l'expérimentation sensorielle d'un telle ou telle technique pour pouvoir ressentir ce que c'est que l'aïkido. Oui, c'est très important. C'est-à-dire il y a plusieurs. Il faut comprendre qu'il y a un niveau d'apprentissage. Dans ce niveau d'apprentissage, il y a l'obéissance à ce que va dire celui qui est le professeur ou le maître. Ça, c'est un fait, mais ce niveau d'apprentissage va permettre de former la personne et à un moment donné, la personne doit avoir sa propre expérience. Mais elle aura une expérience par rapport à un enseignement qui lui a été donné. Parce que cet enseignement, c'est le cadre qui lui évite de tomber dans les illusions, de se leurrer. Parce que des fois, les expériences, elles peuvent être trompeuses. Ou on peut aussi les décider et c'est pas vrai. Donc, tout le travail de relation maître-élève dans le cas des arts martiaux, c'est que vraiment, il y a une partie où vraiment il faut former la personne et cette formation va lui donner une capacité d'avoir une expérience qui lui sera propre. L'expérience soit réelle, c'est la personne qui fait, c'est pas son maître qui fait pour elle. Et dans ce qu'elle ressent, c'est à elle. Et par contre, le maître, il est là pour la guider dans la bonne direction. Dès que l'on s'informe sur l'aïkido, nous sommes directement mis en présence avec le fondateur Morihei Yoshiba et de la quête de son enseignement. Pourriez-vous nous le présenter et par là même définir ce qu'il a créé, ce qu'il a enseigné l'aïkido? Ce que je connais de lui, est-ce que c'est par les écrits, c'est par les films. Et je me suis intéressé particulièrement quand même à lui parce que mon maître, Ikitsuchi Sensei, parlait toujours de lui.
J'ai eu la chance d'avoir des documents pour que cette recherche soit aussi profitable. Et même des gens comme moi qui ont commencé l'aïkido alors qu'il était vivant mais qui ne l'ont pas vu, ont pu avoir d'abord les films et le voir pratiquer, ensuite les écrits, et les écrits nous ont permis d'avoir une compréhension de l'aïkido par celui qui l'avait créé et non pas, comme on avait l'habitude, par ceux qui nous l'enseignaient. Et il dit d'ailleurs très clairement, j'ai étudié une trentaine d'écoles de judo, d'arts martiaux, mais l'aïkido, ça n'a rien à voir. L'aïkido a été uniquement créé par l'équipe. Et dans un premier temps, quand j'ai lu ce texte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que gestuellement, ce qu'il fait, ça correspond quand même à des écoles classiques d'arts martiaux japonais. Et après, bon, j'ai compris en ayant connaissance des expériences, en fait, il apparaît très clairement, alors lui ne le dit pas, mais ce sont les gens qui sont autour de lui, que les expériences, quelque part, modifient son état de compréhension, sa perception du monde, etc. Et que ce changement de perception du monde l'amène à créer une discipline. C'est les expériences qu'il a eues qui l'ont amené à créer l'aïkido. Et comme cette création s'est faite dans le cadre des arts martiaux, il a gardé la pratique, disons la gestuelle des arts martiaux qu'il avait étudié, pour ensuite nous donner un autre message qui est celui de ce que l'aïkido, c'est-à-dire l'harmonisation, à ce qu'il appelle lui, je dis lui parce que moi je n'ai pas le droit de le dire, l'harmonisation avec qui de lui-même. Et je pense que quelque chose de très important d'avoir toujours ça en tête, que ça a été créé par des expériences très fortes et qu'il décrit avec précision. Par exemple, c'est une expérience qui a été mise en doute par beaucoup de gens quand il dit qu'il est en Mandchourie et qu'ils sont tombés dans un piège en guet-apens et donc il s'est attaqué. Et il dit qu'il voit, avant l'arrivée de la balle réelle, comme une couleur blanche qui arrive avant. Alors, ça là peut paraître, on peut être incrédule en disant c'est pas possible. Et après, on se rend compte qu'il en a parlé. Il a été défié, par exemple, par des militaires qui ont dit mais on va au champ de tir vérifier si vous êtes capable. Et ça est sorti. Voilà. Par contre, une autre personne, quand il a vu, il a dit avec elle, je ne peux pas faire, parce que c'était un autre niveau. Donc il a refusé. Il a aussi, par exemple, il est en situation où il est attaqué par un maître de kendo, et il dit, comme pour les balles, avant l'attaque, je voyais une lumière jaune arriver, donc j'esquivais facilement. Donc il est clair qu'il a touché quelque chose. Il a une autre expérience où il dit qu'il a une lumière, quelque chose comme de l'or autour de son corps, et qu'il comprend que chant des oiseaux et que c'est l'amour qui permet au monde de vivre. C'est une énergie d'amour qui nous gouverne. Il est certain que ça influence aussi bien sur son corps et aussi bien sur son état d'esprit, aussi bien sur son cœur, je ne sais pas, sur son émotionnel. Et en même temps, les gens qui sont autour de lui disent que chaque fois qu'il y a des expériences de ce niveau-là, quelque chose change. Alors ça ne change pas dans la logique du mouvement d'un combat, parce qu'il y a une logique quand on est dans une situation d'attaque, il y a une façon de bouger qui est correcte, et les autres façons sont fausses, et ça ne change pas. Il ne va pas changer, mais par contre, il va de plus en plus être, comme on pourrait dire, son corps est de plus en plus détendu, son corps apparaît de plus en plus comme le corps d'un enfant, d'un bébé, et donc avec ça, il va guider les gens, et donc ça va être quelque chose de beaucoup plus harmonieux par rapport aux techniques qu'on peut voir d'avant la guerre. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau de la logique, celle des arts martiaux, ça ne change pas. Ça ne change pas. Il cite, dans cette voie, il faut être debout sur le pont flottant entre le ciel et la terre. Si l'on ne se trouve pas sur ce pont, l'aïkido ne sort pas. Si l'on se trouve sur ce pont, dans cette condition-là, quelque chose sort et cela s'appelle Takemutsu Aiki. Oui, alors Takemutsu Aiki, ça veut dire qu'on a traduit ça par la fonction subtile du ki se met en marche. Et à ce moment-là, il explique que l'amour devient le budo et le bout devient l'amour. C'est assez magnifique. Ouais. Et alors, effectivement, ça m'a intéressé et j'ai cherché, parce que c'est abstrait, qu'est-ce que ça veut être debout sur le pont céleste? Alors, déjà intellectuellement, on pensait, oui, c'est la Voie lactée. Mais lui, il ne dit pas ça. J'ai trouvé un texte, un seul d'ailleurs, où il dit que ce qu'il appelle être debout sur le pont céleste, c'est quand
cette partie, alors pas le plexus, juste à droite un peu du plexus, c'est qu'on connaît sur le plan physiologique, c'est pas un point secret. C'est ce qu'on appelle quand le sang bleu devient rouge, c'est-à-dire on purifie le sang parce qu'on va l'oxygéner et il va permettre de faire sa fonction dans le corps de l'être humain. Il dit que cette partie doit bouillonner et que quand cette partie bouillonne, on est ce qu'il appelle être debout sur le pont céleste. Voilà, alors ce qui m'a intéressé, c'est que c'est du concret. On n'est pas dans l'abstrait, sauf que pour nous c'est de l'abstrait parce que qu'est-ce que ça veut dire cette particule bouillonne si on n'a pas d'expérience? Mais quand même, il dit, donc ça veut dire pour lui c'est quelque chose de très concret. Et je pense que c'est, pour les pratiquants d'aïkido, c'est quelque chose de très important parce que dans l'aïkido on aime bien parler de ki, d'harmonie, d'amour et compagnie. Et il faut faire d'abord des choses concrètes qui doivent amener un changement d'abord dans notre corps puisqu'on a choisi une discipline qui passe par le travail physique, qui peut amener après un changement dans notre capacité d'agir et dans une détente du corps qui fait que ce corps, à un moment donné, va être capable, disons, de guider quelqu'un ou de l'appeler, parce que c'est la base de l'aïkido. Et peut-être après, ça va commencer par toucher à ce niveau-là, puis ça va toucher aussi la tête aussi, parce qu'on va changer d'état d'esprit. Et ça passe par une pratique. Et d'avoir des informations de celui qui a créé l'aïkido, des informations, alors, même si elles sont pour nous incroyables, parce qu'on ne les a pas vécues, mais elles sont concrètes pour lui, c'est important parce qu'il a vécu. Et ce vécu a fait qu'il a créé l'aïkido. Pour votre part, quelle a été votre première rencontre avec l'aïkido et pourquoi avoir décidé d'en faire votre pratique, puisque à l'époque vous pratiquiez le judo? Alors c'est d'ailleurs, j'ai commencé le judo et très vite, je crois que ça faisait un mois que je pratiquais le judo. Il y a eu un jour une démonstration par un maître japonais. J'ai regardé la démonstration, j'avais 17 ans, c'était très beau, ça paraissait aussi efficace. Donc j'ai demandé à mon professeur de judo qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est l'aïkido. Ah, j'ai dit je vais en faire. Il m'a dit oui, tu peux en faire, mais tu continues le judo aussi. En fait, c'était lui qui enseignait les deux disciplines. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que ce maître qui m'a fait découvrir l'aïkido, c'était Maître Noro, et que c'est dans ce dojo qu'il a arrêté l'aïkido pour créer le Kinomichi. Et donc je l'ai rencontré dans le cas de l'aïkido, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était ici. Et pour moi, ça a été assez extraordinaire de me retrouver d'enseigner dans le dojo de celui qui m'a fait connaître l'aïkido et qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui. J'étais pratiquant, j'avais un métier et j'ai été amené à enseigner l'aïkido très tôt. Et donc à un moment donné, je voulais devenir élève. Et on était assez amis, je connaissais bien Christian Tissier, il était au Japon. Et quand il venait à Paris, il venait dans le dojo où j'enseignais et il s'entraînait, je voyais sa progression. Et donc, à un moment donné, j'ai pensé, ben, moi aussi, je vais aller là-bas. Et grâce à lui, il a pu me permettre d'avoir des visas. Et puis, quand j'étais là-bas, je pensais rester 2 ans. Je suis resté 5 ans et demi. Et donc, quand je suis rentré, j'ai dit, bon, ben, il n'y a plus qu'une solution. Maintenant, je vais enseigner l'aïkido. Et c'est comme ça que je suis devenu enseignant d'aïkido professionnel. Vous avez eu la chance, lors de ce séjour au Japon, de rencontrer votre maître. Enfin, vous aviez rencontré plusieurs maîtres, mais notamment votre maître. C'est celui qui allait devenir vraiment mon maître, oui, parce que quand on arrive au Japon, j'étais 3e dan à l'époque, on rentrait au dojo à Tokyo, au dojo central de Tokyo, les gens sont Yamuchi Sensei, Osawa Sensei, bon, le dojo Kishimada Ueshiba Sensei, etc. C'est tous des gens qui sont 8e, 9e dan. Donc vous êtes un peu comme un enfant qui regarde un spectacle émerveillé. Et puis, bon, après, il y a la pratique. Et je suis devenu ami avec un Américain qui, lui, était à Shinjuku et qui me disait il faut pratiquer avec Ikisushi Sensei. Et puis, comme je n'habitais pas Shinjuku, mais que j'habitais Tokyo, Ikisushi Sensei a décidé de me donner des cours particuliers. Donc, je suivais les cours classiques et puis, dans la journée, il me donnait un cours particulier avec mon ami américain pour traduire. Et un jour, on a fait une pratique, je crois que je l'ai attaqué au bouquin et il m'a montré les techniques de go de l'aïkido. Et quand ça a été fini, mais c'était quelque chose de très concret pour moi, de son ventre, quelque chose qui a touché le mien. Comme une corde, je ne sais pas, comme quelque chose. Et donc j'ai pensé, j'ai trouvé mon maître. Et à partir de là, je me suis mis à fond dans son étude.
notamment l'importance du Kotodama. Alors, on peut dire Kotodama ou Kototama. Ça n'a pas d'importance, la prononciation des deux sont bonnes. Alors en fait ça, c'est arrivé plus tard, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est une étude très précise, très rigoureuse de tout ce qui m'enseigne. Seulement, il me fait vivre beaucoup de choses, c'est-à-dire il m'a fait vivre qu'est-ce que c'est que d'être aspiré. Je ne savais rien dire à ce moment-là. Mais j'ai fait une technique, je ne pouvais pas contrôler mon bouquin, je ne pouvais pas l'enlever. Donc c'était assez étrange parce que logiquement c'est un bout de bois qui était sur du nylon avec un doigt et normalement ça s'en va et ça ne partait pas. Donc c'était la première expérience. La deuxième expérience c'est en tailleur, j'ai poussé sa tête et j'ai dit elle est où sa tête, je ne sentais rien. Voilà. Et ça il m'a rien dit. C'est 5-6 ans plus tard que j'ai compris que c'était ça la force réflexive qui va aspirer quelqu'un. Donc, d'un côté, il y avait un enseignement très précis au niveau des techniques, des positions de pied, des positions de corps, des placements, des déplacements, etc. Et bien, il m'avait fait vivre ça. Voilà. Et donc, tout ça s'est emmagasiné. Et puis, un jour, on a une situation où on n'était que lui, et puis il y avait un autre élève. Et je ne sais pas, il y avait un temps de libre. Et donc, il a dit comme ça, parce que c'était sa façon de faire. Et ce n'était pas quelqu'un qui réfléchissait. C'était quelque chose qui sortait spontanément de chez lui. Il dit, je vais vous expliquer le Kototama. Voilà, bon. Et donc, il a montré, alors, ce qu'il a montré, c'était la relation entre une technique d'aïkido, c'est une suite de gestes. C'est par là, par là, par là, par là. Donc, il a dit, voilà, le premier geste, c'est le A, c'est ça monte. Le O, ça descend comme ça fait un cercle. Le OU, ça fait une diagonale, à droite ou à gauche. Et le E, ça fait une spirale. Et donc, après, c'est tout ce qu'il a dit. Alors, il a dit ça, et après il a dit dans une technique d'aïkido, il y a tous les sons. Alors la première partie, par exemple le A, c'est comme ça, c'était facile, je faisais une technique, je faisais ça. Le O, c'est comme ça, alors il a enseigné, il disait par exemple pour le O, c'est telle technique qu'il faut faire. Pour le OU, c'est telle technique, pour le L, c'est telle technique. Donc ça, c'était assez clair. Et pas compréhensible, mais être capable d'être fait. Reproduit. Et après, il a ajouté, mais dans chaque technique d'aïkido, il y a tous les sons. Le A, le O, le OU, le L. Et alors là, ça ne marchait pas, parce que j'ai dit, mais comment on peut faire après A? Bon, cette technique, ça va le A, mais après le O, ça ne marche pas. Le OU, je le mets où? C'est le cas de le dire, etc. Je ne savais pas. Voilà. Et après, en étudiant les techniques de OC, je me suis rendu compte qu'effectivement, toutes les techniques étaient construites de cette façon. Ça partait comme ça allait comme ça allait comme ça, ou comme ça, et ça faisait comme ça. Ouais, donc j'ai commencé à étudier. Alors d'abord j'ai vérifié est-ce que c'était vrai. Certains élèves m'ont montré qu'effectivement quand on faisait des vibrations il se passait quelque chose, d'autres non. Donc après ça pose beaucoup de questions. Alors pourquoi ça fonctionne avec lui, pourquoi ça ne fonctionne pas avec lui. Et on découvre qu'on fait c'est parce qu'on est trop dur. Et donc après comment on fait pour être moins dur. Mais en même temps on faisait une technique. C'est-à-dire que pour résumer, parce qu'en fait c'est un résumé, vraiment résumé, c'est parce que je suis trop dur. Mais trop dur, c'est être dur physiquement, c'est être dur aussi là-dedans, c'est être dur aussi là-dedans. Et donc la pratique de l'aïkido, c'est par une gestuelle très précise, par un cadre précis, amener à ce que j'appellerais une détente. Et c'est cette détente qui fait que ça va s'ouvrir ici. Si ça s'ouvre ici, ça va se construire là. Mais si ça s'ouvre là, après ça peut s'unifier. Si ça s'unifie, la capacité d'appeler, de guider se développe. Et donc on comprend petit à petit que par une pratique très précise et rigoureuse, on rentre dans un domaine où pour le moment, scientifiquement, on n'a pas trop de données. Mais qui est concret. C'est ça qui m'intéresse. Que ce soit quelque chose de concret. Voilà. C'est pour ça que quand je fais un cours, je parle presque pas. Et quand je parle, je suis toujours imprécis pour que les gens ils aient leur propre capacité de réceptivité, d'expérimentation. Je vais leur donner un travail précis, mais après, ce qu'ils vont vivre, c'est eux. Et donc, pour éviter de les emprisonner par les mots, je dis une chose se passe, quelque chose sort, quelque chose se passe. Et avec ça, la personne, elle va expérimenter dans son corps. Vous pratiquez le Qigong depuis de nombreuses années. Oui, grâce à mes élèves, d'ailleurs, j'ai connu
Je suis allé voir Maître Zhu, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était que le Qigong. Oui. J'ai fait une séance, quand je suis sorti de la séance, j'avais les yeux qui brillaient, je me sentais très bien, je me dis bon, je vais continuer. Et je l'ai suivi, je crois, pendant 10 ou 12 ans. Est-ce par cette expérience ou par cette rencontre, vos expériences dans le Qigong, que vous êtes intéressé au Qigong de l'école Langue du Dragon de Thierry Doctrinal? Et comment avez-vous eu connaissance de ce? Alors c'est toujours pareil, c'est par un de mes élèves, un pratiquant d'aïkido, qui m'a expliqué pourquoi il était allé voir Thierry, donc ça m'a intéressé. Et puis il me dit, mais ça serait bien que tu pratiques. Alors bon, j'ai dit d'accord. Et donc on s'est rencontrés ici d'ailleurs. Et ce que Thierry m'a montré, sur un temps très court, on peut dire, ça m'a touché. Et à partir de là, avec mon caractère, je me suis dit, bon, je vais pratiquer. Et qu'est-ce que la pratique et la pédagogie de l'enseignement de Langue du Dragon apportent à votre art? C'est-à-dire que la force qui est énorme, c'est qu'on donne des éléments concrets. Donc la personne, avec ça, elle va pouvoir expérimenter par elle-même. On peut dire que la forme classique d'enseignement, c'est il y a un maître, on se met à côté de son maître, on limite. Au bout de 30 ans, certaines personnes limitent bien, donc ont une capacité de faire qui commence à se rapprocher de lui. Et ils sont capables d'enseigner comme lui, mais pas plus. Mais cet enseignement-là, il était peut-être possible il y a longtemps, parce qu'il y avait 5 ou 6 personnes, ils étaient deux. Par exemple, le fondateur d'aïkido, quand il est pratiqué avec le Daitoru, il était avec son maître, ils étaient deux. Voilà, et puis c'était des vies spéciales, ils vivaient avec lui, donc c'est plus possible entre eux. Et là, tout d'un coup, on a des paramètres très concrets qui vont me permettre d'abord de prendre conscience de ce qu'on fait, parce que bon, comme on imite quelqu'un, on le fait, mais on ne se rend pas compte qu'on fait ça, c'est pas ça. Et là, tout d'un coup, on met en évidence. Donc ça permet d'avoir pour soi-même une capacité de pratique qui devient plus grande, puisqu'on a des éléments très concrets. Ça permet aussi de se corriger soi-même, parce qu'avec ces éléments, on se rend compte, ah tiens, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ça permet aussi en tant qu'enseignant d'avoir une capacité, d'abord de voir les élèves, parce que ça aussi, ça apprend à voir le corps des gens, et de voir dans ce qu'ils font, est-ce que ça, il faut le corriger parce qu'il atteint un niveau, ou est-ce que ça, on peut le laisser faire parce que pour le moment, c'est trop tôt, ou bien non, il ne faut absolument pas qu'il fasse cette erreur. Et ça, c'est plus clair parce qu'on a ce que j'appelle des paramètres très concrets. Et donc ça, c'est énorme comme travail. Pour moi, c'était assez passionnant parce que tout de suite, je peux expérimenter. Parce que chez moi, il faut expérimenter. Il ne faut pas que ça soit... La connexion, le travail avec l'énergétique. Et alors, c'est toujours pareil, à partir du moment où, grâce à ce travail, le corps va pouvoir s'unifier, enfin, on va commencer à sentir ce qu'il appelle, Thierry appelle fragmenter, on va enlever ça. Et à ce moment-là, ça commence à circuler dans le corps. Alors évidemment, avec la pratique, si quelqu'un a une pratique assez grande, il suffit de corriger quelques points, et comme on peut dire les canaux sont couverts, ça va fonctionner plus vite que si quelqu'un débute, ça c'est clair. Voyez-vous un lien avec l'enseignement du fondateur Morihei Ueshiba, notamment sur l'état spécial qu'il est nécessaire de créer pour que l'aïkido puisse se réaliser? Dans le travail transmis par Thierry Doctrinal dans le Dragon, il y a cette possibilité d'être dans un état, on va dire, spécial, un état de conscience, comme vous le savez. Oui, alors, comme je n'ai pas expérimenté dans le cadre de l'aïkido, grâce à Thierry, il m'a fait vivre une fois une expérience un peu forte. Je ne peux pas, parler sans hésitation. Je vais hésiter, je vais dire, je pense qu'effectivement ce travail va permettre de toucher des niveaux, ce que j'appelle moi des niveaux de perception, qui permettront de se rapprocher de ce que lui disait. Mais c'est très délicat parce que, ou bien on a eu vraiment ces expériences et on va en parler avec une certaine certitude, ou bien on est dans une recherche, et là je dis que c'est vrai que on sent que ce chemin mène vers ces états, ce que j'appelle de perception, parce que pour moi l'aïkido est né
d'une capacité de perception de cet homme que nous n'avons pas. Et lui, percevant sa perception, lui faisait dire c'est l'amour qui gouverne le monde. J'en sais rien. Et il a créé l'aïkido pour que nous arrivions dans cette direction. Et de rentrer dans des états comme il s'est passé, qu'on m'a fait expérimenter, évidemment, on comprend qu'effectivement, on peut toucher des états, alors, de ce niveau-là, de ce niveau-là, de ce niveau-là, qui vont dans cette direction. Avec une discipline aussi. Avec une discipline oui, parce que ça, c'est la base. Parce que si on oublie ça, c'est fini. On tombe dans l'illusion. Est-ce que vous recommanderiez Langue et Dragon pour la pratique de l'aïkido ou de tout autre art? Ah oui. Là-dessus, par contre, je vais être aussi. Je suis plus affirmatif. Et oui, je vois ce que ça m'apporte, je vois ce que je peux faire passer à mes élèves, et puis comme je pratique une autre discipline, j'ai vu comment je pouvais la mettre dans cette discipline, et en même temps, c'est restructurer le corps, c'est unifier le corps, donc c'est bien pour toute activité dans la vie. Non, moi, je l'utilise aussi pour l'école d'art que je pratique. Oui. Le sage, il est guidé par ça et ça fait un peu de ça, la personne en face est derrière. On ne le voit pas. On ne voit rien, c'est tout. Alors, dans le boulot, on sait, quand vous avez des tensions, là, il perçoit les tensions. Donc, plus la personne est tendue, moins vous voyez ce qu'elle fait. Et plus elle est unifiée, moins vous voyez ce qu'elle fait. Pour ça, j'ai étudié tout ça. Je conseille pour ça, je conseille pour tout, parce que ça donne une connaissance de son corps, la façon de positionner son corps, la façon de l'utiliser, qui crée une unité. Et donc,